Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons tous les dimanches sur Radio Fréquence Atlantique pour commenter l'actualité internationale et pour échanger en direct au 03 14 03. Donc, dimanche dernier, nous avions repris le format habituel de notre émission avec le commentaire de faits d'actualité concernant chaque continent. Mais cette semaine a été tellement riche en questionnements qui concernent l'ensemble de la planète que nous sommes un peu invités à retourner au format des émissions spéciales. Alors nous en avons prévu deux. Celle d'aujourd'hui qui va poser les problématiques qui concernent l'ensemble de la planète et qui ont affecté le monde. Et dimanche prochain, nous allons parler de ce qu'on pourrait dire de la remédiation. Certains parlent de résilience. En tout cas, des façons de nous organiser pour l'étape nouvelle historique qui se présente à nous. Donc, effectivement, cette semaine, quand on regarde les mobilisations, les déclarations de gouvernement, les mesures qui ont été prises sur tous les continents, elles tournent autour de 4 grosses problématiques. D'abord, celle du racisme. Ensuite, celle des violences policières, celle des symboles historiques, et enfin, celles qui sont liées à la sortie de la crise sanitaire. Alors, donc, nous allons retenir ces 4 points-là pour notre émission d'aujourd'hui, et nous allons commencer par la question du racisme. Le Black Lives Matter est parti d'une lutte contre les abus et violences policières, mais très vite, ça a posé la question du racisme au niveau global. Pour parler de cette question, je vais partir d'un témoignage. En effet, un Français, alors je mets entre guillemets, blanc, a envoyé un message à l'un de nos militants. Je vais vous lire ce message-là et donc faire les commentaires qu'ils peuvent nous inspirer sur la question du racisme. Donc, on y va. Tonton. Vous voyez déjà le tonton, parce qu'il s'agit de Français, entre guillemets, blanc, qui écrit à un Martiniquais, entre guillemets, noir. Tonton, tu vas bien, je vois. Je me réjouis de ce qui se passe actuellement. Enfin, les Occidentaux ouvrent les yeux sur les dommages causés durant des siècles. Formidable. Tu t'en doutes, les réactions ne se sont pas faites attendre. Et c'est tant mieux. Personnellement, je me suis fait agresser, et le mot est faible, par une bande d'Antillais et Africains, lundi soir, à la station RER Saint-Maur-Créteil. J'étais avec ma femme, B. Ordure de blanc français, on va te tuer, tu sors avec une des nôtres, dans le texte. Ils ne m'ont pas raté. Ils ont épargné B, heureusement. On s'en est sorti sans problème miraculeusement. Une question, mon ami. Et c'est à moi que ça arrive. Moi qui me suis battu toute ma vie contre toute forme de racisme ou de discrimination à travers ma vie associative ou syndicaliste. Suis-je coupable du passé colonial de la France? En plus, je suis québécois. Les jeunes, ils ne pigent rien. N'empêche, je l'ai mal. Je reçois toutes tes publications, mais là, j'ai du mal à les lire. Le racisme anti-noir s'est transformé en un racisme anti-blanc. C'est ça le résultat? Putain, tonton, quel dommage. De toute ma vie, de tout mon cœur, de toute ma rage, la raison de tout mon engagement se retourne contre moi aujourd'hui. Dis-moi franchement, bien fait ou autre? Des gens comme toi et moi avons l'avantage de la réflexion. Mais ce soir, je l'ai mauvaise. Vers quel monde va-t-on? À bientôt pour ta réponse. Alors, cette personne qui écrit à un militant, qui exprime une rage, une détresse, pose dans toute son ampleur la question du racisme, la façon dont nous devons la percevoir et la combattre. Je vais donc faire des commentaires sur cette question, mais avant tout,
je souhaiterais adresser un message personnel à ce frère. Parce que, après avoir reçu son message, le militant en question lui a téléphoné, ils ont parlé, je crois, 2 heures, et lui a fait promettre de regarder cette émission-là que nous faisons en direct. Donc, il regarde, confirme qu'il regarde. Et je ne le connais pas, je n'ai jamais vu son visage. Je dis que c'est mon frère, par rapport à ce qu'il a écrit. Frère comme tous ces, entre guillemets, blancs, qui manifestent aux côtés des, entre guillemets, noirs, aujourd'hui sur la planète, parce qu'ils sont des humains, parce qu'ils veulent que les choses changent, et parce que le voile de l'aliénation et de la division est en train de se déchirer. Alors, je vais emprunter une phrase à la Bible, je vais paraphraser une phrase de la Bible, tout mécréant que je sois. Jésus-Christ, quelques minutes avant qu'il ne soit crucifié, avait dit, Père, pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien moi, je dis, frère, pardonne-leur à ces jeunes-là, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, il faut qu'on comprenne la raison du racisme. Alors disons tout de suite que le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est une création de l'extrême droite pour empêcher de poser le véritable problème. Empêcher que les Français comprennent la révolte, même désordonnée, même injuste, de gens qui sont écrasés, aliénés, discriminés, injuriés, battus injustement, et qui n'ont pas accès à la formation et à l'instruction, aux données théoriques qui leur permettraient de dépasser la rage qu'ils ressentent. Ce n'est pas du racisme à rebours, c'est une violence de celui qui est enfermé et qui ne sait pas comment exprimer cette violence, donc qui applique les schémas qu'on lui a donnés, que la société globale a développé pour l'ensemble des habitants de cette planète. On a classé les races, les blancs sont supérieurs, ils ont tous les droits, les noirs sont inférieurs, ils n'ont aucun droit. Donc ils ont intégré ce schéma-là, qui leur a été enseigné à l'école, dans les églises, avec l'archange Michael qui trucide le Satan noir, etc. Donc ils sont prisonniers de cela. Ils sont prisonniers de mauvais prophètes qui utilisent cette contradiction-là, qui utilisent, tout en étant noirs, tout en étant peuple dominé, qui utilisent cette contradiction, parce que ça les arrange qu'on maintienne cette division de race qui cache les divisions de classe. Il existe un certain nombre d'intellectuels qui privilégient, en parlant des contradictions que nous vivons, que les peuples dominés vivent, en ciblant les leucodermes, les caucasiens. Ça correspond à une réalité, ils ont la peau blanche. Mais on associe les crimes, les injustices, au caractère caucasien ou au caractère de leucoderme. Ça veut dire qu'on prend la grille d'analyse imposée par les racistes pour définir, soi-disant, une lutte contre ces racistes-là. Or, ces divisions-là cachent la question de l'impérialisme, des capitalistes, des multinationales à la tête desquels on retrouve des leucodermes, oui, mais aussi des gens à peau noire, à peau, enfin bref, ce qu'ils appellent les races. On retrouve parmi leurs complices, leurs agents, des gens de toute race. Et inversement, chez ceux qui luttent, comme toi qui as été battu par des noirs, qui ne savent pas que tu te battais pour défendre les populations premières au Canada contre le système. Donc ces gens-là qui sont complices objectifs font le jeu de ceux qui maintiennent les critères raciaux et qui n'expliquent pas la question
de la classe, la question de l'oppression coloniale. Alors pourquoi a-t-on des intellectuels dans les couches des travailleurs et des peuples dominés, je veux dire, qui développent ces thèses-là? Parce qu'ils ne remettent pas en cause leur système et son idéologie. Dans leur arrière-conscience, ils veulent occuper la place de l'autre, mais ne pas remettre en cause la hiérarchie qui place l'intellectuel au sommet, qui place celui qui a de l'argent au sommet, celui qui a des diplômes et qui prétend savoir au sommet. Ils ne remettent pas en cause le système qui génère. Donc, il y a des gens de toute bonne foi qui sont opprimés par des leucodermes, par des caucasiens, mais qui ne voient pas que c'est une minorité exploiteuse qui les opprime et qui englobe tout le monde dans le même sac et qui ne voient pas que depuis le début de l'esclavage, il y a des, entre guillemets, leucodermes qui se battent contre l'ignominie. Il y a des l'abbé Grégoire, il y a les ouvriers de l'imprimerie de Paris qui avaient signé la pétition contre l'esclavage. Plus près de nous, quand les 16 ouvriers agricoles de Basse-Ouest avaient été raflés pour être jugés pour le meurtre de Béquet, exploiteur, sans aucune preuve, eh bien, il y avait des gens en Martinique qui disaient c'est des voyous, il faut les condamner. Mais quand ils sont arrivés à Bordeaux pour leur procès, les dockers français ont fait grève pour les soutenir et pour dénoncer ce procès. Donc depuis le début de l'esclavage, il y a des gens de toute race qui luttent contre l'ignominie. Ne se servir que de cette coupure de race créée par les colonialistes pour dominer ne permettra jamais l'émancipation de l'humanité. Alors, le fameux mot de race, il est de bon ton de dire que les races n'existent pas. Et c'est vrai. Biologiquement, les races n'existent pas. D'ailleurs, les courants qui expliquent que tout le monde est africain, parce que descendants des mêmes origines en Afrique australe, ont raison de dire qu'il y a unicité de l'espèce humaine. Il n'y a donc pas de race biologique, mais il y a des races sociales. Il y a un concept qui a été créé par les colonialistes, qui a ralenti le plus possible la fusion entre les peuples, avec évidemment à la marge le métissage que leurs appétits sexuels leur recommandaient de faire. Mais ils ont créé ces concepts de race, idéologiquement, qui existent. Aujourd'hui, quand un noir est refusé pour un travail, pour un logement, c'est parce qu'il est noir et qu'il appartient donc à une race sociale, une communauté qui a été créée. Ce n'est pas lié à son sang, ce n'est pas lié même à son épiderme, c'est lié à ce fait-là. Donc il faut dénoncer la ségrégation raciale en tant que catégorie sociale qui est absolument, comment dirais-je, destructrice pour l'humanité. Il faut comprendre alors que ces jeunes qui expriment une révolte ont été non éduqués dans un bon sens, mais conditionnés dans un sens négatif, mais que tout l'ensemble, le reste de la société, intellectuelle compris, aussi, ces gens-là sont formatés pour juger en fonction de ces catégories raciales-là, même s'ils sont de bonne foi. Et ce travail continue jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à donner des exemples. Par exemple, il y a un débat qui se fait sur les livres, faut-il passer des films, faut-il interdire des spectacles, etc. Si on n'admet pas que des livres qui enseignent le racisme, des films qui cultivent des idées racistes doivent être interdits au nom de la liberté,
c'est parce qu'on ne veut pas régler le problème du racisme. En tant qu'enseignant, je découvre dans le CDI de mon collège un livre qui est vendu partout, que je connaissais quand j'étais petit, et qui s'appelle « Contes et légendes des Antilles », auteur Thérèse Georget. Parmi ces contes-là, il y a un conte qui explique que les nègres doivent rester malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le choix. La Sainte Vierge a invité un blanc, un mulâtre et un nègre. Le blanc est arrivé poli, cérémonieux. Le mulâtre est arrivé parfumé avec une plume. Et le nègre est arrivé avec un sou, bien sûr, avec un sac, les juriens, etc. Et puis, la Sainte Vierge dit à chacun de choisir. Le blanc choisit le béquet, le blanc choisit l'enveloppe. Ben, il y avait l'argent. Le mulâtre choisit la plume, parce que ça va lui permettre d'écrire, de servir, etc., de travailler dans les administrations. Et le nègre court sur le plus gros sac parce qu'il est vorace. Et puis il y avait les outils. Donc, nègre, né malheureux, il faut qu'il ait été malheureux. Ce livre est encore vendu en Martinique. Découvrant ce livre dans le CDI, je ne l'enlève pas. J'écris au sommet de ce conte, voilà un conte raciste qui est fait pour éduquer les Noirs à l'autodénigrement. Lisez-le et dénoncez-le. Et je remets dans la bibliothèque du CDI. Je pars à la retraite. L'année suivante, je reviens. Qu'est-ce que je constate? Que la documentaliste que j'avais averti de cet acte, l'a envoyé au pilon, a acheté un œuf pour le mettre. Voilà un cas. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors, quand nous lançons une directive de dénoncer et d'éliminer les livres, les films qui éduquent au racisme, tant les Noirs que les Blancs, c'est une exigence de l'humanité. Ce n'est pas négociable. Les gens qui parlent de liberté, ce sont des hypocrites racistes qui veulent maintenir la domination. Bon, finissons sur cette affaire. Je veux insister sur le fait que il y a frustration, ignorance. Alors quand notre frère dit les jeunes ne pigent rien, c'est vrai, ils ne pigent rien, mais ils ne peuvent rien piger. Ils ne peuvent rien piger. Et quand il pose la réflexion, vers quel monde va-t-on? Je lui dis, tu as répondu à cette question dans ta première phrase, en disant, enfin, les Occidentaux comprennent. Aujourd'hui, les progrès de la pensée font que la masse déchire le voile de l'aliénation et du racisme et redécouvre la fraternité humaine, se mobilise pour l'imposer. Donc on va vers ce monde-là. Et ce n'est pas le moment, mon frère, de te décourager parce que des ignorants, parce que des gens malheureux et aliénés ont commis un acte inqualifiable. C'est le moment de dire, tu l'as dit, nous avons l'avantage de la réflexion. C'est le moment de dire comment intensifier le travail pour que les gens aient les moyens de combattre le racisme. Comment parler à ces jeunes-là? Comment arriver à faire en sorte que cette dynamique, qu'on ne pourra pas arrêter, ne porte pas dans l'anarchie et ne favorise pas les gens qui sont malheureusement ignorants, malheureusement aliénés et qui sont révoltés de façon négative. C'est à cette question-là que nous devons répondre et c'est ensemble que nous pouvons le faire. C'est ensemble que nous pouvons le faire. Il faut, d'après, je ne veux pas être trop long sur ce premier thème, nous en avons 4, il nous faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une page de l'histoire qui se tourne. On comprend, les informations circulent, on dénonce, et c'est justement ce combat-là que nous devons structurer et organiser. Ce qui m'amène à passer au deuxième thème, qui est celui de l'attitude vis-à-vis des statuts, des livres, puisque ça a été une grande dynamique de notre histoire, de l'actualité
internationale. Alors, on avait déjà commenté le bris des statuts dimanche dernier, mais depuis cette semaine, on a assisté à une vague internationale où les peuples renversent les statuts d'esclavagistes, détruisent, dénoncent les rues, détruisent les symboles de tout ce qui peut justifier l'impérialisme, le colonialisme. Et non seulement, petit incident technique, l'ordinateur n'arrive pas à remonter jusqu'à la deuxième partie, je vous demande simplement quelques secondes de patience. Voilà. Voilà. Donc, on arrive à parler de... Désolé, je suis désolé, c'est indirect. Hein? On est en train de parler des questions des statuts, mais l'ordinateur fait des siennes. Tiens, tout à l'heure, on va parler des dangers de l'informatique. Donc, partout. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ceux qui avaient critiqué l'action faite par les militants en Martinique, ils sont devenus très, très silencieux. Alors, on entend quand même quelques journalistes continuer à employer le mot de vandalisme, de statut vandalisé. Bon, faisons leur grâce de dire que c'est par habitude et puis qu'ils n'ont pas encore tout compris. Mais c'est un phénomène qui est devenu mondial et bravo pour les jeunes militants qui ont initié ce mouvement international. Quand on apprend que Pelosi, au Congrès des États-Unis, pose le problème de déplacer les statuts qui ont une connotation raciste, quand on apprend qu'en Belgique, on déplace les statuts du criminel Léopold II, quand on apprend qu'en France se pose la question de la statue de Colbert, quand on apprend qu'à Bristol, on a renversé celle de marchand d'esclaves, mais c'est vraiment unanime, mais surtout qu'on pose la question des atrocités coloniales, c'est nouveau par ce caractère massif. Avant, c'était quelques militants qui s'acharnaient à dire oui, mais De Gaulle ne voulait pas que les Noirs défilent après la libération, etc. Maintenant, les gens se positionnent. Alors, il faut dénoncer, vraiment. Il faut dénoncer le caractère, je ne veux pas dire irresponsable, mais l'aveuglement de ces gens qui continuent à faire semblant de ne pas comprendre ce que signifie une statue ou un nom de rue. Mais enfin, vous qui défendez ces statuts-là, dites-nous, au-delà de la personne que vous défendez, que signifie pour une société de mettre une statue dans une place publique? Que signifie pour une société le fait de donner le nom de cette personne à une rue? Peut-on imaginer un seul instant que ça signifie que la personne a joué un rôle historique de combien? C'est pour l'honorer, c'est pour maintenir sa mémoire. Alors la question à poser, est-on d'accord pour honorer et faire perpétuer la mémoire de gens qui sont des ennemis de l'humanité? Répondez à cette question et puis après, quand vous dites, ce monsieur-là, il a fait ceci, donc je veux qu'on mette son nom. Alors à Bordeaux, par exemple, c'est là toute l'hypocrisie que nous avons déjà dénoncée d'ailleurs. On va laisser le nom et puis on met une plaque explicative après, ah, il a été esclavagiste. C'est une sacrée couillonnade, excusez-moi le terme, parce que personne ne va rester lire ça. Mais que les milliers de gens qui envoient du courrier, ils vont mettre oui, Blénac, point. Et celui qui va recevoir le courrier ne va pas dire Blénac c'était un salopard, respectueux. Non, il faut retirer le nom des rues de tous ceux qui ont joué un rôle négatif dans l'histoire, comme on l'a fait après la libération à Paris. On n'a pas gardé les noms des collaborateurs. On n'a pas installé la statue d'Hitler puisqu'il a joué un rôle historique. Si le rôle historique est inacceptable, on doit retirer les noms de rue, on doit retirer les statuts, et il est légitime que les peuples qui se révoltent contre le système, qui dénoncent le colonialisme, rejettent, déplacent, déboulonnent ces statuts. Il est légitime. Ça fait partie de l'histoire
la libération mentale. C'est l'abolition de l'esclavage mental qui est en train de se faire. Alors, comme nous ne sommes pas des obscurantistes comme les talibans, nous disons, ces statues-là, prenez-les et mettez-les dans des musées affectés où on explique l'histoire globalement. Donc les gens iront voir l'histoire, connaître l'histoire, les écoles iront visiter, la maîtresse ou le maître dira, ce monsieur-là, c'est un criminel, ce monsieur-là a fait ceci, ce monsieur-là a fait du bien. Mais on ne peut pas accepter les gens qui continuent à dire ça, ce sont des gens qui font le double jeu, qui ne veulent pas déplaire au gouvernement ou à leur classe dirigeante. Cette question-là ne mérite même pas d'être argumentée définitivement. Alors se pose la question des films, puisqu'il y a un grand débat sur Autant en emporte le vent, qui est un film emblématique de la période esclavagiste. Faut-il interdire? S'il fallait interdire tous les films, toutes les séries, tous les documents, les livresques qui sont publiés aujourd'hui et qui font l'apologie de l'esclavage, du racisme et de la colonisation, les rayons des bibliothèques seraient totalement vides. Symboliquement, s'il y en a un particulièrement scélérat, on peut en faire un symbole dénoncé. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce que la société autorise la réédition et la vente massive de Mein Kampf d'Hitler? Il n'y a pas de débat. C'est interdit, on ne veut pas. Pourquoi comprend-on qu'il faille interdire Mein Kampf et interdire des livres, et ne pas interdire, pardon, des livres qui prônent l'apologie, qui font l'apologie du racisme et du colonialisme, de la grandeur de la France, etc. On doit avoir une réponse globale. Et certains élus, à l'étranger comme ici, ont commencé à poser le problème. Là, arrêtons de jacasser, c'est des voyous, ça c'est totalement inopérant. Je veux rester poli. Asseyons-nous avec la société civile, c'est-à-dire les associations, avec nos historiens, pas ceux que le colonialisme nous désigne comme les bons historiens, avec leurs travaux peut-être, comme document. Asseyons-nous là pour dire que faut-il promotionner, que faut-il honorer, que faut-il dénoncer et mettre des endroits où ils peuvent être dénoncés. Une autre position, si quelqu'un veut défendre une autre position, il faudrait que ces personnes-là viennent présenter des arguments contraires. Là, on se contente d'anathèmes, de critiques intempestives, et il faut bien comprendre que cette histoire de générosité, ah oui, il a fait des bêtises. Il y a un historien qui dit, mais c'est pas parce qu'il a dit une mauvaise chose, c'est pas parce qu'il a fait une mauvaise chose, mais il a fait des choses. Il n'est pas bon. De la société, son rôle global est négatif. On ne doit pas l'honorer. Et ce qui m'étonne personnellement, en tant qu'observateur de la société, la générosité dont ces gens-là font preuve pour le maintien d'une statue, ils n'ont pas cette même générosité vis-à-vis des humains. Dans leur foyer, si leur fils fait une bêtise, ils ne disent pas, il a fait des choses bien, mais bon, alors, il ne faut pas, ou bien dans les couples qui se séparent, ou bien dans les élections. Ah, mais il a bétonné toutes les rues du quartier, il a fait des choses bien, donc il faut le laisser comme maire. Donc, cette générosité se mobilise uniquement, je dis, vous pouvez le vérifier dans les déclarations et les comportements, quand il s'agit de protéger les symboles du colonialisme et du racisme. Ou de gens palaya. C'est pas normal. Ça veut dire que la personne est aliénée et elle a peur de se remettre en question. C'est une position de déni. Il faut comprendre que le moment est venu de faire des choix. Ce n'est pas la peine de faire semblant d'être nationaliste et puis de dire, mais laissez des Nambucs là, c'est un monument historique. Mettez des Nambucs en un endroit où
à l'abri de la gloriole et de la vue, pour que les élèves aillent dire, voilà le monsieur qui est responsable de la colonisation, voilà le monsieur qui est responsable de l'indemnisation des béquets quand on a libéré, voilà celui, etc. C'est les reléguer à la place où ils doivent être au musée, un musée explicatif. Donc, ça c'était concernant la force générosité des défenseurs des statuts et des noms de rue. Et nous leur posons gentiment un petit conseil. Faites autant de communiqués contre ceux qui obligent à payer 235 000 € pour une canalisation de 80 mètres qui doit donner de l'eau à la population, pour dénoncer le vandalisme. Faites des communiqués pour dénoncer les atrocités qui sont faites quotidiennement, les inégalités qui sont faites dans le travail, dans l'embauche des jeunes Martiniquais. Positionnez-vous, combattez-vous, tapez du poing sur la table pour dire que la fiscalité imposée aux artisans martiniquais est injuste et ne correspond pas à celle qui est... Non, ça c'est pas du vandalisme, c'est pas de la violence, c'est pas du crime, c'est l'économie, c'est les contraintes économiques. Bon, on ne va pas aller plus loin sur la question des symboles. Le troisième point que je voulais évoquer concerne les violences policières. Alors j'entends des gens déclarer la police n'est pas raciste, il n'y a pas de violence policière. Alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire-là, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour dire que le comportement général de la police, c'est un comportement violent et raciste. Comment expliquer que des jeunes vont devant un supermarché pour dire on a empoisonné 92% de notre population, on ne juge pas les criminels, il faut juger. Et qu'on envoie des forces de l'ordre protéger les centres commerciaux, gazer et matraquer ces militants-là. La police n'est pas violente. La violence, ce n'est pas seulement les coups de bouteille et les lacrymogènes, c'est les contrôles arrogants et racistes de ces gens-là, de ce gendarme qui se permet de tutoyer, et toi, on te donne le RSA. C'est du racisme, c'est de la violence. Il y a la violence physique, il y a la violence morale. La violence, c'est le déplacement à la carte. Il y a la police, il y a la gendarmerie. On vous assassine chez vous. Vous appelez, il y a du sang. On ne se déplace pas. Monsieur le Français téléphone pour dire, il y a un voisin qui est authentique, hein, qui est en train de griller du poisson, l'odeur me gêne. Vous venez demander chez la personne d'arrêter de griller du poisson. Ça, c'est des choses qui se multiplient. C'est le quotidien des Martiniquais. Je sais que j'ai le défaut de citer des exemples personnels. Je vais en citer un autre. Excusez-moi. Ma mère était totalement